Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. La rébellion officiellement organisée au Burundi. Les forces républicaines, c'est leur nom, n'ont qu'un seul but, chasser Pierre Nkurunziza du pouvoir. La Centrafrique se prépare pour les élections présidentielles et législatives de dimanche. Les autorités redoutent des violences lors du scrutin. En prévention, l'archevêque de Bangui parcourt la capitale avec sa caravane de la paix. Reportage de notre correspondant à Bangui à suivre. L'Algérien Hussein Ait Ahmed est décédé à l'âge de 89 ans. Cet opposant historique était le dernier survivant des pères de l'indépendance de l'Algérie. Nous reviendrons sur son parcours dans ce journal. La naissance officielle d'une rébellion a donc été annoncée aujourd'hui au Burundi. Ces hommes veulent chasser Pierre Nkurunziza du pouvoir. Ils estiment que son mandat est contraire à la Constitution. Ce mouvement se nomme Force républicaine du Burundi ou Forebu. Les précisions avec Nicolas Germain. Edouard Shimirimana, c'est cet ancien officier supérieur qui a proclamé la rébellion. Dans un enregistrement audio, il explique les raisons de la création du mouvement. Le régime de Pierre Nkurunziza a vite basculé dans une dictature féroce. Le terrorisme d'État, le monopole du pouvoir, le génocide rampant, la terreur, le pillage éhonté de la richesse nationale, les assassinats politiques. Plusieurs attaques rebelles ont eu lieu ces derniers mois et notamment le 11 décembre, mais jusqu'ici elles n'étaient pas revendiquées, nous explique cet analyste. Il y avait un problème de paternité de cette rébellion. Aujourd'hui, la rébellion est revendiquée, on aura quelqu'un qui va répondre, des actes aussi. Il y a les actes de ce qui se passe, les actes, que ce soit les tueries ou même les actions éventuellement s'ils ont conquis un territoire. Le président de la coalition de l'opposition a dit à France 24 qu'il n'avait pas de lien avec cette rébellion, mais qu'il comprenait pourquoi elle s'était formée. Certains experts pensent que Shimirimana pourrait avoir un lien avec le général Niambare, qui a fui le pays après son putsch manqué du mois de mai. Ce mercredi au Burundi, 7 personnes accusées d'avoir participé à cette tentative de coup d'État ont été présentées à la justice. C'est dans ce contexte de tension que doit débuter en Ouganda un dialogue politique lundi prochain entre le gouvernement et l'opposition. Le président ougandais Yoweri Museveni est le médiateur de la crise burundaise. Les élections présidentielles et législatives en Centrafrique auront lieu dimanche, un scrutin auquel peuvent participer les populations qui ont fui les violences ces 2 dernières années. Ils ont obtenu ce droit grâce à une décision de justice. Vous voyez ici des réfugiés centrafricains au Cameroun. Et en tout, ils sont 400 000 à avoir fui leur pays depuis le début des violences en 2013. Et c'est évidemment sous tension que va se tenir ce scrutin de dimanche, un vote qui doit mettre fin à la transition en Centrafrique et mettre le pays sur la voie de la paix. Dans le quartier du PK5 à Bangui, où un bureau de vote a été attaqué lors du référendum du 13 décembre dernier, l'archevêque de Bangui a symboliquement organisé une marche pour rallier le quartier chrétien et le quartier musulman. Reportage sur place d'Anthony Fouchard, notre correspondant. Devant l'archevêque de Bangui et sa caravane de la paix, comme il la surnomme, les barrières illégales se lèvent. Monseigneur se faufile entre les voitures brûlées, direction le quartier musulman du PK5, suivi par une foule de chrétiens excités pour certains d'y remettre les pieds. Pour aller vers kilomètre 5, ça me fait très plaisir. Ce que nous voulons seulement la paix, rien que la paix. La paix pour nous tous, les musulmans, les chrétiens, nous voulons seulement la paix. Et là, tu n'as pas peur de traverser ? Je n'ai pas peur parce que je crois que tout est fini. On est déjà au final. Bienvenue, trottine quand même pour rejoindre le cortège et quelques minutes plus tard, c'est l'arrivée à la mosquée centrale de Bangui où Monseigneur salue l'imam avant de reprendre son périple, s'arrêtant pour écouter les doléances de chacun. Tant qu'il n'y aura pas de chrétiens au PK5, il n'y a pas de solution. Et tant qu'il n'y aura pas de musulmans en ville, il n'y aura pas de solution. Nous, c'est le modèle de la cohésion sociale. Dans les ruelles réputées inaccessibles, Monseigneur avance avant de rejoindre l'avenue principale. Partout des maisons détruites, incendiées. Plus personne ne s'aventure par ici. Et c'est bien pour ça qu'il faut marcher par là, insiste l'archevêque. J'ai brisé la méfiance pour créer la confiance. J'ai vu des gens depuis 3 mois se voir saluer. Il y a une femme qui pleurait parce qu'elle n'a pas vu un membre de sa famille. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette caravane de paix, elle a au moins vu un membre de sa famille. Peut-être c'est ce geste de Noël que je pourrais garder dans mon cœur. Je participe au désenclavement parce que dans ce quartier, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des frères, il y a des centrafricains. Et ils doivent vaquer librement leurs occupations. Pas sûr que les barrières illégales soient retirées après son passage, mais l'archevêque continuera de marcher sur les lignes rouges de la capitale. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement des gens qui sont allés au PK5, dit-il, c'est l'opinion qui a traversé.
Il était le dernier survivant des pères de la guerre d'Algérie contre la puissance coloniale française. Hossein Ait Ahmed est décédé à l'âge de 89 ans à Lausanne, en Suisse, des suites d'une longue maladie. Il avait fondé en 1963 le FFS, le Parti des forces socialistes. Faisal Metaoui, journaliste au quotidien algérien El Watan, revient sur la carrière de cet opposant historique. Hossein Ait Ahmed, dans les années 50, était celui qui est parti à la conférence de Bandung en Indonésie en 1955 porter le débat sur la nécessité de l'indépendance de l'Algérie, mais également des pays du Maghreb. Et il était celui qui a ouvert le premier bureau du FLN, Front de Libération Nationale, à New York en 1956. Et à cette date aussi, il était celui qui a inscrit l'affaire algérienne à l'Assemblée générale de l'ONU. Après, il était membre du gouvernement provisoire algérien. Il a toujours milité pour que les politiques aient leur voix dans le combat libérateur algérien. Et il est parmi les premiers à avoir dénoncé la mainmise des militaires, puisqu'il a démissionné du gouvernement provisoire algérien. Le GPRA, c'est celui qui a négocié d'ailleurs les accords d'Évian qui ont amené à l'indépendance de l'Algérie. Il a démissionné pour protester justement contre l'arrivée de l'état-major militaire qui était aux frontières avec le Maroc. Et après, il a eu aussi un grand rôle, puisque c'est lui qui a créé le premier parti de l'opposition algérienne. C'était en septembre 1963. C'est le Front des forces socialistes. Il a dénoncé le coup d'état militaire contre Ahmed Ben Bella en juin 1965. Il a dénoncé le système du parti unique du colonel Boumedienne. Il a également dénoncé l'arrêt du processus électoral en 1992. Donc c'est un homme qui a toujours porté la parole de l'opposition, qui a toujours milité pour les libertés démocratiques en Algérie et également pour que les politiques dirigent le pays et non pas les militaires. Plus de 800 000 personnes sont arrivées en Europe cette année en passant par les côtes libyennes. Plus de 800 000 migrants et ils sont plus de 3 000 morts en tentant de traverser la Méditerranée. Ce qui nous amène au deuil difficile des familles qui tentent tant bien que mal de rapatrier les corps dans leur pays d'origine. En attendant, ces personnes sont enterrées dans ce qu'on appelle le cimetière des inconnus à la périphérie de Tripoli. Voyez le reportage de notre confrère de l'AFP. On l'appelle le cimetière des inconnus. Un cimetière proche de Tripoli, en Libye, où de nombreuses tombes ne portent aucun nom, juste une date, celle de la découverte du corps. Mais Ahmad Ben Salem, lui, en est sûr, c'est son frère Kabil qui repose sous cette plaque de marbre. Il est parti le 3e jour de la fête du sacrifice en septembre, pendant l'Eid al-Adha. Il n'était pas seul. Je pense qu'une seule personne a survécu. Il était avec 127 autres personnes, dont 3 Tunisiens et un Algérien. Kabil est mort à 25 ans, noyé en Méditerranée, comme tant d'autres migrants qui embarquent en Libye pour tenter de rejoindre l'Europe. Ahmad a retrouvé sa tombe avec l'aide du Croissant Rouge libyen, mais une erreur dans le rapport du médecin légiste et la lenteur administrative l'empêchent toujours de rapatrier sa dépouille en Tunisie. Cette période sera à jamais gravée dans nos mémoires. Nous avons vécu beaucoup de choses et nous avons vu des cadavres d'enfants et de femmes. Et nous avons la hantise de nous retrouver un jour face à quelqu'un que nous connaissons ou d'anciens collègues. Nous avons peur de les retrouver morts sur la plage. 300 nouvelles tombes viennent d'être creusées ici. Selon le Croissant Rouge libyen, plusieurs centaines de migrants y sont déjà enterrés, venus de pays ravagés par la misère et la guerre. Ils seront rapatriés dans leur pays d'origine si les autorités réussissent à les identifier et à contacter leurs familles. La Libye et ses 1770 km de côte sont devenus une plaque tournante de l'immigration clandestine. Les scènes de rescapés échoués sur les rives, comme ici mi-décembre à Tripoli, sont désormais monnaie courante. Les passeurs prospèrent dans un pays où règne le chaos. Pas d'esprit de Noël en Somalie. Le gouvernement a décidé d'annuler les festivités des fêtes de fin d'année. Dans ce pays à majorité musulmane, les autorités redoutent que la célébration de fêtes chrétiennes attise la colère des terroristes Shebab. L'an dernier à Noël, 12 personnes avaient été tuées lors d'une attaque à l'aéroport de Mogadiscio. Et pour terminer, un peu de musique. Quand le hip-hop fait oublier les tracas du quotidien, au Zimbabwe, un groupe de danseurs s'entraîne quotidiennement sur les derniers sons du moment. Un bol d'air pour ces jeunes qui cumulent souvent plusieurs emplois pour s'en sortir. Célia Caracena. Énergiques et coordonnés, ces jeunes répètent leur chorégraphie sous l'œil attentif du professeur Hilary.
Tous les jours, à l'heure de la pause déjeuner, ils se retrouvent pour se défouler en musique, le temps d'oublier leurs soucis quotidiens. La troupe Elysium signifie beaucoup pour moi. C'est comme une famille, en particulier le professeur Hilary. Il est un père et une mère en même temps. C'est lui qui a ouvert des portes qui étaient fermées dans ma vie. L'énergie des danseurs contraste avec la morosité ambiante au Zimbabwe. Les données officielles sont rares, mais selon certains analystes, le chômage toucherait 80% de la population et des milliers de jeunes auraient quitté le pays. Certains danseurs de la troupe Elysium cumulent plusieurs emplois pour s'en sortir. Pour leurs professeurs, danser est la meilleure façon de canaliser les frustrations. Quand ils quittent l'entraînement, ils sont trop fatigués pour penser à autre chose. Donc ils rentrent juste à la maison, ils peuvent lire, s'occuper des tâches ménagères, plutôt que de traîner sous les ponts ou prendre de la drogue. Certains jeunes ont dû abandonner leurs études faute de moyens. Mais la danse, pas question. Le phénomène prend même de l'ampleur. Les troupes de danse se multiplient dans la capitale zimbabwéenne. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Nous vous retrouverons lundi avec Pauline Simonet pour un nouveau journal.